Le vol AF723 en provenance de Dakar et à destination de Paris traversait un ciel d'un bleu immaculé. Dans la cabine économique, Amélie Dubois, 12 ans, regardait par le hublot, hypnotisée par l'immensité blanche des nuages qui s'étendaient à perte de vue sous l'appareil. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion et malgré les circonstances qui l'avaient amenée à ce voyage, elle ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant ce spectacle. Assise à côté d'elle, Madame Lefebvre, une assistante sociale d'une cinquantaine d'années, vérifiait des documents dans un dossier. Sur la couverture, on pouvait lire « Rapatriement Dubois, Amélie ». La petite fille détourna son regard du hublot pour observer furtivement ces papiers qui décidaient de son avenir. Depuis la mort de sa mère 3 ans plus tôt, Amélie vivait avec son père au Sénégal, où il travaillait comme ingénieur hydraulique dans un projet de développement. Mais un tragique accident sur le chantier avait coûté la vie à son père 1 mois auparavant, faisant d'elle une orpheline. N'ayant aucune famille proche au Sénégal, les autorités françaises avaient organisé son rapatriement vers la France, où une tante éloignée, qu'elle n'avait jamais rencontrée, avait accepté de l'accueillir. Amélie serra contre elle son vieux sac à dos, qui contenait ses maigres possessions, quelques vêtements, un album photo et le collier en coquillage que son père lui avait offert pour son dernier anniversaire. Sa vie tenait désormais dans ce sac et dans la valise rangée en soute. 12 ans d'existence réduits à si peu de choses. Elle ravala les larmes qui menacèrent de couler. Elle s'était promis d'être forte, comme son père le lui avait toujours appris. Cher lecteur, si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour encourager l'auteur. Que pensez-vous d'Amélie jusqu'à présent? Partagez vos impressions dans les commentaires. « Tu veux un jus de fruits ?» lui demanda Madame Lefebvre avec un sourire bienveillant, tentant de briser le silence qui s'était installé entre elles depuis le décollage. Amélie hocha simplement la tête, reconnaissante malgré tout de cette attention. L'assistante sociale appuya sur le bouton d'appel et bientôt, une hôtesse de l'air s'approcha avec un chariot de boissons. Alors que l'hôtesse leur servait des jus d'orange, un mouvement inhabituel attira l'attention d'Amélie. À quelques rangées devant elle, dans la section affaires, plusieurs personnes s'étaient levées et semblaient s'agiter autour d'un siège. L'une des hôtesses se précipita vers l'avant de l'appareil, puis revint rapidement avec une trousse médicale. Une voix dans les haut-parleurs demanda si un médecin se trouvait à bord. « Que se passe-t-il » demanda Amélie à Madame Lefebvre, qui s'était également tournée pour observer la scène. « Je ne sais pas » répondit l'assistante sociale, « mais il semble que quelqu'un soit malade. » Les minutes passèrent, et l'agitation à l'avant ne semblait pas diminuer. Au contraire, Amélie pouvait sentir une tension croissante dans l'avion. Les passagers chuchotaient entre eux, tendant le cou pour essayer d'apercevoir ce qui se passait. Une deuxième annonce retentit, plus urgente cette fois. « Si un médecin ou une personne ayant des connaissances médicales se trouve à bord, veuillez vous présenter immédiatement à l'avant de l'appareil. » Amélie sentit son cœur battre plus vite. Elle pensa soudain à tous ces documentaires qu'elle avait regardés avec son père, y compris ceux sur les premiers secours. Son père, toujours soucieux de sa sécurité, lui avait même appris les gestes de base du massage cardiaque et de la position latérale de sécurité. Sans réfléchir davantage, elle se leva. « Où vas-tu » demanda Madame Lefebvre, surprise. « Je connais un peu les premiers secours » répondit Amélie, sa voix à peine audible. « Mon père m'a appris. » Avant que l'assistante sociale ne puisse l'arrêter, Amélie s'était déjà faufilée dans l'allée et avançait vers la section affaires. À mesure qu'elle s'approchait, elle pouvait voir un attroupement de personnel de bord autour d'un siège. Un homme d'âge mûr, peut-être la soixantaine, était affalé dans son fauteuil, le visage pâle et en sueur. Une hôtesse lui prenait le pouls, tandis qu'une autre tentait de le faire boire. « Il a pris ses médicaments ?» demandait le chef de cabine à un autre passager, qui semblait être le compagnon de voyage de l'homme malade. « Je ne sais pas », répondait ce dernier, visiblement paniqué. « C'est mon patron. Nous voyageons pour affaires. Je sais qu'il a des problèmes cardiaques, mais il gère habituellement cela lui-même. » Amélie s'avança timidement. « Excusez-moi », dit-elle d'une petite voix. Le chef de cabine se tourna vers elle, surpris de voir une enfant. « Ma petite, retourne à ta place s'il te plaît, nous gérons la situation. » « Mon père était secouriste, insista Amélie, trouvant un courage qu'elle ne se connaissait pas. Il m'a appris des choses. Est-ce que l'homme a mal à la poitrine ?» L'homme malade, qui était conscient malgré son état, leva les yeux vers elle. « Oui, » murmura-t-il avec difficulté, comme si on m'écrasait la poitrine.
Amélie se rappela immédiatement les symptômes que son père lui avait décrits. « Ça pourrait être une crise cardiaque », dit-elle, sa voix devenant plus assurée. « Il faut lui donner de l'aspirine. Mon père disait toujours que l'aspirine aide à fluidifier le sang lors d'une crise cardiaque. » Le chef de cabine hésita, mais l'état de l'homme semblait se détériorer rapidement. « Nous avons de l'aspirine dans la trousse médicale, » dit-il finalement, « mais sans avis médical. »« Ma petite, » intervint l'homme malade, s'adressant directement à Amélie, « tu sembles sûre de toi. » Amélie acquiesça. « Mon père me faisait réviser les gestes de premier secours chaque mois. Il disait que ça pouvait sauver des vies. » L'homme esquissa un faible sourire, malgré sa douleur. « Je te fais confiance, » dit-il, avant de grimacer à nouveau. Le chef de cabine, voyant l'état de l'homme empiré et en l'absence de médecin à bord, prit une décision. Il sortit un comprimé d'aspirine de la trousse médicale et, après avoir consulté le manuel de procédure médicale d'urgence, le donna à l'homme avec un peu d'eau. Amélie se souvint d'autre chose. « Il devrait être en position semi-assise, » dit-elle, et desserrer ses vêtements pour faciliter sa respiration. Les membres de l'équipage suivirent ses conseils, ajustant le siège et aidant l'homme à déboutonner sa chemise et à desserrer sa cravate. Les minutes qui suivirent furent tendues. L'équipage avait informé le commandant de bord, qui avait contacté un service médical au sol pour obtenir des conseils. Les instructions qu'ils reçurent confirmèrent ce qu'Amélie avait suggéré. Maintenir le patient en position semi-assise, lui administrer de l'aspirine, le rassurer et surveiller ses constantes. Petit à petit, l'homme sembla se stabiliser. Sa respiration devint plus régulière et la couleur revint légèrement sur son visage. Le service médical au sol avait confirmé qu'il s'agissait probablement d'une angine de poitrine, une forme moins grave de crise cardiaque, et que les mesures prises avaient été appropriées. Pendant tout ce temps, Amélie était restée près de l'homme, lui tenant la main lorsqu'il semblait particulièrement angoissé, lui parlant doucement pour le distraire de sa douleur. Elle lui raconta des histoires du Sénégal, des légendes que les enfants du village voisin lui avaient apprises, des descriptions des magnifiques couchers de soleil sur l'océan. L'homme l'écoutait, semblant trouver du réconfort dans sa voix douce et ses récits. Quand il fut clair que le danger immédiat était passé, le chef de cabine vint remercier Amélie. « Tu as été très courageuse, » lui dit-il. « Tes parents peuvent être fiers de toi. » À ces mots, les yeux d'Amélie se remplirent de larmes qu'elle tenta vainement de cacher. L'homme malade, qui se sentait maintenant beaucoup mieux, remarqua son trouble. « Qu'y a-t-il, ma petite ?» demanda-t-il doucement. Amélie essuya rapidement ses larmes. « Mes parents sont morts, » dit-elle simplement. « Mon père il y a 1 mois et ma mère il y a 3 ans. Je rentre en France pour vivre avec ma tante. » Un silence ému suivit cette révélation. L'homme regarda cette petite fille qui, malgré sa propre douleur, avait trouvé la force de l'aider dans un moment critique. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Amélie. Amélie Dubois. »« Amélie Dubois » répéta-t-il comme pour mémoriser ce nom. « Je m'appelle Victor Moreau. Grâce à toi, je vais pouvoir rentrer chez moi et revoir ma famille. » Madame Lefebvre, qui avait finalement rejoint Amélie, posa une main protectrice sur son épaule. « Nous devrions retourner à nos places maintenant, » dit-elle gentiment. « Monsieur Moreau a besoin de se reposer. » Amélie acquiesça et se prépara à suivre l'assistante sociale. Mais avant qu'elle ne s'éloigne, Victor Moreau lui fit signe d'approcher. Elle se pencha vers lui et il lui murmura quelque chose à l'oreille, des mots que personne d'autre n'entendit, des mots qui firent d'abord écarquiller les yeux d'Amélie, puis qui firent couler des larmes silencieuses sur ses joues. Madame Lefebvre, intriguée par cette réaction, voulut interroger Amélie sur ce que l'homme lui avait dit, mais la petite fille garda le secret, serrant simplement le collier en coquillage que son père lui avait offert. De retour à leur place, Amélie resta silencieuse, perdue dans ses pensées, regardant par le hublot les nuages qui défilaient. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que Victor Moreau n'était pas n'importe quel passager. Il était l'un des hommes d'affaires les plus influents de France, PDG d'un groupe international spécialisé dans les technologies médicales et les projets de développement durable. Et ce qu'il lui avait murmuré allait changer sa vie à jamais. Le reste du vol se déroula sans incident majeur. Victor Moreau se reposa sous la surveillance attentive du personnel de bord et l'avion entama sa descente vers l'aéroport Charles de Gaulle comme prévu. Lorsqu'ils atterrirent, une équipe médicale attendait déjà pour prendre en charge l'homme d'affaires. Avant de quitter l'appareil sur une civière, il insista pour dire au revoir à Amélie. « N'oublie pas ce que je t'ai dit », lui rappela-t-il en lui serrant la main.
Ma proposition est sérieuse. » Amélie hocha la tête, encore abasourdie par ce qu'il lui avait murmuré dans l'avion. Puis Victor fut emmené, et Madame Lefebvre guida Amélie vers la sortie. À leur grande surprise, une femme élégante les attendait dans le hall des arrivées. Elle se présenta comme Madame Lambert, l'assistante personnelle de Monsieur Moreau. « Monsieur Moreau m'a contacté depuis l'ambulance », expliqua-t-elle à Madame Lefebvre. « Il souhaite que nous prenions en charge Mademoiselle Dubois dès maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Madame Lefebvre fronça les sourcils, confuse. « Je ne comprends pas. Amélie doit rejoindre sa tante à Lyon. Tout est arrangé. »« Oui, nous sommes au courant, » répondit Madame Lambert avec un sourire rassurant. « Monsieur Moreau a déjà contacté la tante d'Amélie pour lui expliquer la situation. Elle a donné son accord pour qu'Amélie reste à Paris quelques jours, le temps que nous clarifions certaines choses. Bien sûr, tout cela dans le strict respect des procédures légales. » Elle tendit à Madame Lefebvre une carte de visite et un dossier. « Voici mes coordonnées et celles de notre service juridique. Vous pouvez vérifier auprès de votre hiérarchie, mais je pense que vous trouverez que tout est en ordre. » Madame Lefebvre, méfiante mais professionnelle, prit le temps d'examiner les documents et de passer plusieurs coups de téléphone. À sa grande surprise, ses supérieurs lui confirmèrent que la situation était effectivement en train d'être régularisée au plus haut niveau. Victor Moreau semblait avoir mis en branle une machine administrative impressionnante en l'espace de quelques heures. « Je ne comprends toujours pas ce qui se passe », admit Madame Lefebvre en raccrochant. « Qu'est-ce que Monsieur Moreau veut exactement à Amélie ?» Madame Lambert jeta un regard bienveillant à la petite fille qui observait cet échange en silence. « Monsieur Moreau pense qu'Amélie a un potentiel extraordinaire. Il souhaite lui offrir une opportunité qu'il estime qu'elle mérite, surtout après ce qu'elle a vécu. » Elle se tourna vers Amélie. « Si tu es d'accord, bien sûr. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit contre ta volonté. » Amélie hésita, regardant alternativement Madame Lefebvre et Madame Lambert. « Est-ce que c'est vrai, ce qu'il m'a dit dans l'avion » demanda-t-elle finalement à Madame Lambert. L'assistante sourit. « Si Monsieur Moreau te l'a dit, alors c'est certainement vrai. Il n'est pas homme à faire des promesses qu'il ne peut tenir. » Après de longues discussions et vérifications supplémentaires, Madame Lefebvre accepta finalement de confier Amélie aux soins de Madame Lambert, avec l'assurance qu'elle resterait impliquée dans le suivi du dossier et que toutes les procédures légales seraient scrupuleusement respectées. C'est ainsi qu'Amélie se retrouva dans une luxueuse limousine en direction d'une clinique privée du 16e arrondissement, où Victor Moreau avait été admis pour des examens complémentaires. Durant le trajet, Madame Lambert lui expliqua que M. Moreau souhaitait la voir dès que les médecins l'autoriseraient à recevoir des visites. « Il a été très impressionné par ton sang-froid et tes connaissances, » lui dit l'assistante. « Les médecins ont confirmé que ton intervention rapide a probablement évité des complications graves. » Amélie baissa les yeux, gênée par ces compliments. « J'ai juste fait ce que mon père m'avait appris, » murmura-t-elle. « Et c'est tout à ton honneur, » affirma Madame Lambert. « Peu d'adultes. T'aurais-tu ton courage ?» À la clinique, elles durent attendre près d'1 heure avant qu'une infirmière ne vienne les chercher pour les conduire à la chambre de Victor Moreau. L'homme d'affaires était allongé dans un lit médicalisé, relié à plusieurs moniteurs, mais son teint avait repris des couleurs et il semblait alerte. « Ah, voilà ma petite sauveuse !» s'exclama-t-il en voyant entrer Amélie. Il lui fit signe d'approcher. « Les médecins me disent que sans ton intervention rapide, j'aurais pu subir des dommages cardiaques permanents. » Amélie s'avança timidement. « Je suis contente que vous alliez mieux, monsieur. » Victor sourit. « Grâce à toi. Et maintenant, je dois tenir ma promesse. » Il se tourna vers son assistante. « Juliette, pourriez-vous nous laisser seuls un moment? J'aimerais parler à Amélie en privé. » Une fois Madame Lambert sortie, Victor indiqua une chaise près du lit. « Assieds-toi, Amélie. Ce que j'ai à te dire est important. » La petite fille obéit, intriguée et légèrement anxieuse. « Te souviens-tu exactement de ce que je t'ai murmuré dans l'avion » demanda Victor. Amélie hocha la tête. « Vous avez dit que vous connaissiez mon père, que vous aviez travaillé ensemble sur un projet hydraulique au Sénégal il y a plusieurs années, et que vous lui aviez fait une promesse si jamais il lui arrivait quelque chose. » Victor acquiesça gravement. « C'est exact. Ton père, Henri Dubois, était un ingénieur brillant. Nous avons collaboré sur plusieurs projets en Afrique, avant même ta naissance. Il était non seulement un collègue, mais aussi un ami. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « Quand il a accepté ce dernier poste au Sénégal, nous avons eu une longue conversation.
Il était inquiet pour toi, surtout après la perte de ta mère. Il m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je veillerais à ce que tu ne te retrouves pas seul au monde. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux à l'évocation de son père. « Sur le moment, c'était une promesse facile à faire, » continua Victor. « Je ne pensais pas qu'il m'arriverait de devoir la tenir, et certainement pas dans de telles circonstances. » Il sourit avec une certaine ironie. « Qui aurait pu prévoir que tu me sauverais la vie avant que je ne puisse tenir ma promesse envers ton père ?» Il tendit la main pour prendre celle d'Amélie. « Voici ce que je te propose. Au lieu d'aller vivre chez cette tante éloignée que tu ne connais pas, je souhaite devenir ton tuteur légal. Tu vivrais avec moi et ma famille dans notre maison à Paris. Tu aurais les meilleures écoles, les meilleurs professeurs, toutes les opportunités que ton père aurait voulu pour toi. » Voyant l'expression stupéfaite d'Amélie, il s'empressa d'ajouter « Bien sûr, ce n'est qu'une proposition. Si tu préfères aller chez ta tante, je respecterai ton choix. Dans ce cas, je resterai présent dans ta vie et t'apporterai mon soutien financier et moral, comme je l'ai promis à ton père. » Amélie resta silencieuse un long moment, assimilant cette proposition inattendue. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle finalement. « Est-ce juste pour rembourser une dette parce que je vous ai aidé dans l'avion ?» Victor secoua la tête. « Non, Amélie, je l'aurais fait même si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances. Une promesse est une promesse, surtout celle faite à un ami. Mais je dois admettre que ce qui s'est passé dans l'avion a renforcé ma conviction que c'est la bonne décision. » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu as un potentiel extraordinaire, Amélie. Ton intelligence, ton sang-froid, ta compassion, ce sont des qualités rares, surtout chez quelqu'un de si jeune. Je serais honoré de t'aider à développer ces qualités, à devenir la personne exceptionnelle que ton père savait que tu pourrais être. » Amélie baissa les yeux, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. C'était une proposition incroyable, presque trop belle pour être vraie, mais elle ne connaissait pas cet homme, malgré le lien qu'il affirmait avoir eu avec son père. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à décider immédiatement, » la rassura Victor. « Prends le temps d'y réfléchir. En attendant, tu peux rester dans l'un de mes appartements, avec Madame Lambert qui veillera sur toi. Tu pourras visiter ma maison, rencontrer ma famille, et ensuite prendre ta décision en toute connaissance de cause. » Il sortit de sous son oreiller une enveloppe qu'il lui tendit. « Ton père m'avait confié ceci, au cas où le pire arriverait. Il m'avait demandé de te la remettre si jamais tu te retrouvais sous ma garde. » Avec des mains tremblantes, Amélie prit l'enveloppe. Elle reconnut immédiatement l'écriture de son père sur le devant. « Pour ma fille Amélie, si je ne suis plus là. Tu peux l'ouvrir maintenant si tu veux, » dit doucement Victor. « Ou plus tard quand tu seras seul, c'est comme tu préfères. » Amélie serra l'enveloppe contre sa poitrine. « Plus tard, » dit-elle d'une voix à peine audible. Victor hocha la tête, comprenant. « Bien sûr. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. C'était l'infirmière, venue annoncer que le temps de visite était écoulé et que M. Moreau avait besoin de repos. « Une dernière chose, Amélie, » dit Victor alors qu'elle se levait pour partir. « Quoi que tu décides, sache que je suis fier de toi. Ton père serait fier de toi aussi. Tu n'es pas seul au monde. Tu ne le seras jamais tant que je serai là. » Ces mots, si simples mais si puissants, firent à nouveau monter les larmes aux yeux d'Amélie. C'était comme si, pour la première fois depuis la mort de son père, quelqu'un lui offrait un ancrage dans ce monde qui semblait avoir perdu toute stabilité. En quittant la clinique avec Madame Lambert, Amélie tenait toujours fermement l'enveloppe de son père. Elle ne savait pas encore quelle décision elle prendrait, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentait une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. Ce soir-là, dans la chambre d'hôte luxueuse où Madame Lambert l'avait installée, Amélie trouva enfin le courage d'ouvrir l'enveloppe laissée par son père. À l'intérieur, elle découvrit une lettre manuscrite et une photographie jaunie par le temps. La photo montrait deux hommes plus jeunes, bras dessus, bras dessous, devant ce qui semblait être un chantier en Afrique. Amélie reconnut immédiatement son père, et à ses côtés, un Victor Moreau plus jeune, mais tout aussi reconnaissable. Les mains tremblantes, elle déplia la lettre et commença à lire. « Ma chère Amélie, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te guider et te protéger comme j'aurais tant voulu le faire jusqu'à ce que tu sois une femme accomplie. Sache que où que je sois, mon amour pour toi est éternel et infini. Je t'écris cette lettre alors que tu dors paisiblement dans la chambre voisine. Tu as 11 ans et chaque jour je m'émerveille de te voir grandir, devenir de plus en plus semblable à ta mère dans tes gestes et ton sourire, mais avec cette curiosité insatiable
et cette détermination qui, je dois l'avouer avec fierté, viennent probablement de moi. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tant qu'homme qui a vu la fragilité de la vie, d'abord avec le départ de ta mère, puis avec les dangers que je côtoie quotidiennement dans mon travail, j'ai appris à préparer toutes les éventualités. L'homme qui t'a remis cette lettre, Victor Moreau, est l'un de mes plus anciens et plus chers amis. Nous nous sommes rencontrés à l'école des ponts Paris-Tech et avons ensuite travaillé ensemble sur de nombreux projets à travers le monde. Victor est un homme de parole, un homme d'honneur malgré les apparences parfois trompeuses du monde des affaires dans lequel il évolue. Si tu es maintenant sous sa protection, c'est que j'ai eu raison de lui faire confiance. Je lui ai demandé de veiller sur toi si jamais je venais à manquer, de t'offrir les opportunités que je n'aurais plus la chance de te donner moi-même. Ce n'est pas un hasard si je lui ai confié cette mission. Parmi tous mes amis, il est celui qui possède non seulement les moyens de t'offrir le meilleur avenir possible, mais aussi le cœur et l'intégrité nécessaires pour te guider sans jamais tenter de remplacer le père que j'ai été pour toi. Ma chérie, je sais que tu dois être perdue, effrayée peut-être. Perdre ses deux parents si jeunes est une épreuve que personne ne devrait avoir à traverser. Mais tu es forte, Amélie, bien plus forte que tu ne le crois. Cette force, je l'ai vue en toi dès ta naissance, et elle n'a fait que grandir au fil des années. Fais confiance à Victor, mais fais aussi confiance à ton propre jugement. Écoute ton cœur, comme je te l'ai toujours appris. Et surtout, n'oublie jamais que ta mère et moi vivons à travers toi, dans chacun de tes sourires, dans chacune de tes larmes, dans chacun de tes rêves. Vis pleinement, ma fille. Aime sans retenue. Apprends sans cesse, et quoi que tu deviennes, sache que je serai toujours, toujours fier de toi, avec tout mon amour pour l'éternité. Papa. Amélie replia soigneusement la lettre, les joues baignées de larmes. Elle serra contre elle la photographie et la lettre, seul lien tangible qui lui restait avec son père. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, elle s'endormit paisiblement, comme si un poids avait été partiellement levé de ses épaules. Le lendemain matin, lorsque Madame Lambert vint voir comment elle allait, Amélie avait pris sa décision. Elle accepterait l'offre de Victor Moreau, non pas par désespoir ou par manque d'alternative, mais parce que c'était ce que son père avait souhaité pour elle, et peut-être aussi parce que quelque part au fond d'elle-même, elle sentait que c'était le bon choix. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Victor, remis de son incident cardiaque, mais suivant un traitement strict, s'occupa personnellement des démarches administratives pour devenir le tuteur légal d'Amélie. Sa tante de Lyon, qui ne l'avait accepté que par obligation familiale, ne s'opposa pas à cet arrangement, soulagée peut-être d'être libérée de cette responsabilité inattendue. Amélie découvrit progressivement sa nouvelle vie. La maison de Victor à Neuilly-sur-Seine était immense, un véritable manoir avec un parc privé où elle pouvait se promener à loisir. Elle y avait sa propre chambre, plus grande que tout l'appartement qu'elle partageait avec son père au Sénégal. Décorée selon ses goûts, avec l'aide de Madame Lambert, la famille de Victor l'accueillit chaleureusement. Sa femme Charlotte, une neurochirurgienne renommée, était une femme douce et attentionnée qui semblait sincèrement heureuse d'avoir Amélie sous leur toit. Leurs deux enfants, déjà adultes et vivant leur propre vie, venaient régulièrement dîner et se montraient toujours gentils avec elle, l'intégrant naturellement comme une petite sœur adoptive. Victor lui-même, malgré son emploi du temps chargé, prenait toujours le temps de s'intéresser à son quotidien, à ses études, à ses pensées. Il l'inscrivit dans l'une des meilleures écoles de Paris, engagea des tuteurs pour l'aider à rattraper son retard dans certaines matières et veilla à ce qu'elle puisse développer ses talents dans des domaines qui l'intéressaient, comme les sciences et les langues. Mais au-delà de ces aspects matériels, ce qui toucha le plus Amélie fut la façon dont Victor honorait la mémoire de son père. Il partageait avec elle des anecdotes sur leurs années d'études ensemble, sur leurs aventures professionnelles, des histoires qu'elle n'avait jamais entendues et qui lui permettaient de découvrir une facette de son père qu'elle ne connaissait pas. Un soir, environ 6 mois après son arrivée dans la famille Moreau, Victor l'invita dans son bureau. C'était une pièce imposante, aux murs couverts de livres et de photographies de projets réalisés à travers le monde. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en sortant un dossier d'un tiroir de son bureau. « Quelque chose que ton père et moi avions commencé à planifier avant l'accident. » Intriguée, Amélie s'approcha. Victor ouvrit le dossier, révélant des plans, des études, des projections financières. « C'est un projet de système d'irrigation innovant pour les régions arides du Sahel, expliqua-t-il.
Ton père avait eu cette idée brillante d'adapter une technique ancestrale à la technologie moderne, permettant d'économiser jusqu'à 60% d'eau tout en augmentant les rendements agricoles. Il tourna quelques pages, montrant des schémas détaillés. Nous étions en train de finaliser le concept quand nous l'avons perdu. J'ai mis le projet en pause, ne sachant pas si j'aurais le cœur de le poursuivre sans lui. Victor la regarda droit dans les yeux. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de le reprendre. En mémoire de ton père et peut-être avec ton aide. Amélie le regarda surprise. Mon aide? Mais je ne suis qu'une enfant. Je ne connais rien à l'ingénierie ou à l'irrigation. Victor sourit. Pas encore, non. Mais tu as l'intelligence et la curiosité nécessaires pour apprendre. Et plus important encore, tu as la passion de ton père pour aider les autres, pour faire une différence dans ce monde. Il posa une main sur son épaule. Je ne te demande pas de devenir ingénieur si ce n'est pas ce que tu souhaites. Je te demande simplement si tu serais intéressé à comprendre le travail de ton père, à voir comment ses idées pourraient continuer à améliorer la vie de milliers de personnes, même s'il n'est plus là pour les mettre en œuvre lui-même. Amélie sentit une émotion puissante l'envahir. L'idée que le travail de son père puisse continuer, que ses rêves puissent se réaliser même après sa mort, était profondément réconfortante. « Oui », dit-elle simplement, « je voudrais aider. » Victor sourit, visiblement ému. « Ton père serait tellement fier de toi, Amélie, tellement fier. » Il sortit alors un petit écrin de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. Ce n'est pas un cadeau ordinaire, mais plutôt un héritage. » Amélie ouvrit l'écrin et y découvrit une montre élégante mais robuste, visiblement conçue pour résister aux conditions difficiles des chantiers. « C'était la montre de ton père », expliqua Victor. « Il la portait sur tous nos projets. Il me l'avait confiée pour la faire réparer juste avant l'accident. Je l'ai conservée précieusement depuis. » Amélie prit la montre avec révérence, reconnaissant l'objet que son père portait constamment au poignet. « Merci », murmura-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. « Regarde au dos », l'encouragea doucement Victor. Elle retourna la montre et découvrit une gravure qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « À Henri, pour que le temps passé loin de ceux que tu aimes te semble moins long. Avec affection, Victor. » « Je la lui ai offerte lors de notre premier grand projet ensemble au Mali, » expliqua Victor. « Il me manquait sa famille, surtout après la naissance de sa petite fille. Toi. » Amélie serra la montre contre son cœur, profondément touchée par ce lien tangible avec son père et avec le passé qu'il partageait avec Victor. « Dans l'avion, » dit-elle soudain, « quand vous m'avez murmuré que vous connaissiez mon père, je n'ai pas pleuré seulement parce que j'étais surprise ou émue. J'ai pleuré parce que, pendant un instant, c'était comme si mon père n'était pas complètement parti. Comme si une partie de lui vivait encore à travers votre amitié, à travers vos souvenirs communs. » Victor hocha gravement la tête. « Et c'est vrai, Amélie. Une partie de ton père vit toujours, non seulement dans mes souvenirs, mais surtout en toi. Dans ta façon de réfléchir, dans ton courage, dans ta compassion. Ces qualités, il te les a transmises et elles ne mourront jamais tant que tu les porteras en toi. » Cette conversation marqua un tournant dans la relation entre Amélie et Victor. Ce n'était plus simplement celle d'un tuteur et de sa pupille, mais une relation plus profonde, forgée par la mémoire partagée d'un homme qu'ils avaient tous deux aimé, chacun à sa façon. Dans les années qui suivirent, Amélie s'épanouit au sein de la famille Moreau. Elle excellait dans ses études, développant un intérêt particulier pour l'ingénierie environnementale, suivant inconsciemment les traces de son père, tout en traçant son propre chemin. Le projet d'irrigation que Victor avait repris, en mémoire d'Henri, fut un succès retentissant, apportant eau et prospérité à des régions qui en avaient désespérément besoin. À la demande d'Amélie, il fut baptisé « Projet du Bois », en hommage à l'homme qui en avait eu l'idée initiale. À l'âge de 18 ans, lors de sa cérémonie de remise de diplôme du lycée, où elle fut major de sa promotion, Amélie prononça un discours qui émut l'assemblée aux larmes. Elle y évoqua le parcours qu'il avait mené de la petite fille orpheline, dans un avion à la jeune femme confiante qu'elle était devenue grâce à deux hommes exceptionnels, son père biologique, qui lui avait donné les bases solides de son caractère, et son père adoptif, Victor, qui avait su les cultiver et les faire s'épanouir. Dans l'avion, ce jour-là, conclut-elle son discours, M. Moreau m'a murmuré des mots qui m'ont fait pleurer. Il m'a dit qu'il connaissait mon père, qu'ils étaient amis, et qu'il avait promis de veiller sur moi si quelque chose lui arrivait. Mais ce qui m'a vraiment fait pleurer, c'est lorsqu'il a ajouté « Ton père n'a jamais cessé de parler de toi. Il disait que tu étais son plus grand accomplissement, bien plus important que tous les ponts et barrages qu'il avait construits. Et je comprends pourquoi maintenant. »
Elle regarda Victor assis au premier rang, qui ne faisait aucun effort pour cacher ses larmes. Ces mots m'ont rappelé que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls, que l'amour et les liens que nous tissons avec les autres peuvent transcender même la mort, et que parfois, lorsque nous aidons quelqu'un sans attendre de retour, comme j'ai essayé d'aider M. Moreau dans cet avion, nous recevons en retour bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. Ce jour-là, parmi les nombreuses personnes venues la féliciter, se trouvait l'équipage du vol AF723, que Victor avait spécialement invité pour l'occasion. Le chef de cabine, ému, lui confia qu'il parlait encore souvent de la petite fille qui avait sauvé un milliardaire, et que son histoire les avait inspirés à suivre une formation plus approfondie en premier secours. Mais le plus beau cadeau qu'Amélie reçut ce jour-là fut une lettre, soigneusement préservée pendant toutes ces années, que Victor lui remit en privé après la cérémonie. « Ta mère m'avait demandé de te la donner le jour de ta remise de diplôme », expliqua-t-il. Elle l'a écrite peu avant sa mort, quand elle savait qu'elle ne verrait pas ce jour arriver. Avec des mains tremblantes, Amélie ouvrit cette lettre venue du passé, cette voix maternelle qu'elle n'avait plus entendue depuis si longtemps. Les mots simples mais profonds que sa mère lui adressait à travers le temps et l'espace étaient pleins d'amour, de fierté anticipée et d'espoir pour son avenir. La lettre se terminait par ces mots qui résonnèrent profondément en Amélie. « Où que tu ailles, quoi que tu fasses, sache que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il se transforme, prend de nouvelles formes, trouve de nouveaux chemins. L'amour que ton père et moi avons pour toi vivra toujours, même quand nous ne serons plus là pour te le dire directement. Cherche-le dans les petits miracles du quotidien, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les rencontres inattendues qui changent le cours d'une vie. » Ces mots semblaient presque prophétiques, comme si sa mère avait d'une certaine façon anticipé la rencontre qui changerait la vie d'Amélie dans cet avion, des années plus tard. Alors qu'Amélie se préparait à entrer à l'université pour étudier l'ingénierie environnementale, elle savait qu'elle portait en elle non seulement l'héritage de ses parents biologiques, mais aussi les valeurs et les leçons que Victor lui avait transmises. Elle avait appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi de choix, d'amour et de respect mutuel. Le petit collier en coquillage que son père lui avait offert pour son dernier anniversaire occupait toujours une place d'honneur sur sa table de chevet, à côté de la montre qu'il avait reçue de Victor et d'une photo encadrée où l'on voyait Amélie entourée de Henri et Victor, une image composite créée à partir de plusieurs photographies symbolisant la famille peu conventionnelle mais aimante qu'il avait formée. Parfois, quand elle regardait le ciel étoilé depuis la fenêtre de sa chambre, Amélie se demandait si son père et sa mère pouvaient la voir, s'ils étaient fiers du chemin qu'elle avait parcouru. Et chaque fois, une douce certitude l'envahissait. Ils étaient fiers, oui, et ils continueraient à veiller sur elle à travers l'amour de sa famille adoptive et à travers les valeurs qu'il lui avait inculquées. Car comme Victor le lui avait murmuré dans cet avion, ce jour qui avait changé sa vie, l'amour véritable trouve toujours son chemin, même à travers les nuages. L'Université Polytechnique de Paris était imposante avec ses bâtiments modernes et son campus verdoyant. Amélie, désormais âgée de 19 ans, s'arrêta un instant pour contempler ce qui serait son nouveau foyer pour les années à venir. Son cœur battait un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle portait au poignet la montre de son père, ce lien tangible avec son passé qui ne la quittait jamais lors des moments importants de sa vie. « Tu es prête ?» demanda Victor, debout à ses côtés, une main posée sur son épaule, avec cette assurance tranquille qui le caractérisait. Amélie hocha la tête, un sourire déterminé sur les lèvres. Aussi prête que possible. Ces 7 dernières années avec la famille Moreau avaient transformé la petite fille orpheline et effrayée en une jeune femme confiante et déterminée. Avec sa peau couleur caramel héritée de sa mère sénégalaise et ses yeux verts qui rappelaient son père français, Amélie attirait souvent les regards. Mais c'était son intelligence vive et sa compassion naturelle qui impressionnaient véritablement ceux qui la connaissaient. « Tu sais, » dit Victor alors qu'ils traversaient ensemble le campus, « ton père et moi avons étudié sur ces mêmes bancs, il y a bien longtemps. Nous étions jeunes, idéalistes, convaincus que nous allions changer le monde avec nos projets d'ingénierie. » Amélie sourit, habituée à ces anecdotes sur son père que Victor partageait régulièrement avec elle, comme des trésors précieux qu'il dévoilait petit à petit. « Et vous l'avez fait, non? Changer le monde, je veux dire. » Victor rit doucement. « À petite échelle, peut-être. Ton père, certainement plus que moi. Il est resté fidèle à ses idéaux,
alors que j'ai été attiré par les sirènes du monde des affaires. Ils s'arrêtèrent devant le département d'ingénierie environnementale où Amélie allait commencer ses études. C'est ici que nos chemins se sont séparés, en quelque sorte, continua Victor. J'ai choisi le chemin de la fortune, lui celui de l'impact direct. Et pourtant, regarde où nous en sommes aujourd'hui. Amélie comprenait ce qu'il voulait dire. Le projet du bois, cette initiative d'irrigation innovante inspirée par les idées de son père, avait désormais été déployée dans 5 pays africains, apportant eau et prospérité à des régions qui en avaient désespérément besoin. Et c'était la fortune et l'influence de Victor qui avaient rendu cela possible. Vous avez trouvé un autre chemin, c'est tout, dit-elle doucement. Et maintenant, vous utilisez cette fortune pour accomplir ce que vous auriez fait autrement. Victor lui sourit avec une fierté non dissimulée. Toujours aussi sage. Tu tiens ça de ta mère, sans aucun doute. Ils continuèrent leur visite du campus, Victor partageant d'autres souvenirs de ses années d'études avec Henri Dubois, cette amitié qui avait façonné leur vie de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. À la fin de la journée, alors qu'ils se tenaient devant la résidence étudiante où Amélie allait s'installer, Victor lui tendit une petite boîte. « Un cadeau pour marquer cette nouvelle étape », dit-il simplement. Amélie l'ouvrit pour découvrir une élégante plume stylographique en argent. Sur le capuchon était gravé « Ad astra per aspera », vers les étoiles par des chemins difficiles, la même devise que celle inscrite sur le pendentif qu'il lui avait offert pour sa remise de diplôme. « C'est magnifique », murmura-t-elle, touchée par l'attention. « Ton père m'a offert une plume similaire lorsque j'ai créé ma première entreprise », expliqua Victor. Il disait que même à l'ère numérique, certaines choses méritaient d'être écrites à la main, avec soin et réflexion. Les rêves, les promesses, les idées qui pourraient changer le monde. Amélie serra la plume contre son cœur, puis, dans un geste spontané, enlaça Victor. « Merci », dit-elle simplement, « pour tout. » Victor lui rendit son étreinte, ému. « C'est moi qui devrais te remercier, Amélie. Tu nous as tous sauvés, d'une façon ou d'une autre. » Ces mots résonnèrent profondément en Amélie, alors qu'elle s'installait dans sa nouvelle vie universitaire. Les années qui suivirent furent intenses mais exaltantes. Elle excellait dans ses études, combinant rigueur scientifique et créativité pour développer des solutions innovantes aux défis environnementaux. Parallèlement, elle s'impliquait activement dans le projet du bois, contribuant à son expansion et à son amélioration constante. À 22 ans, alors qu'elle entamait sa dernière année d'études, Amélie fut sélectionnée pour participer à un programme d'échange prestigieux avec le Massachusetts Institute of Technology, MIT, aux États-Unis. C'était une opportunité exceptionnelle, une chance de travailler avec certains des meilleurs chercheurs dans son domaine. La veille de son départ pour Boston, toute la famille Moreau se réunit pour un dîner d'adieu. Charlotte, l'épouse de Victor, avait préparé tous les plats préférés d'Amélie, y compris certains mets sénégalais qu'elle avait appris à cuisiner spécialement pour elle au fil des ans. « Tu vas nous manquer », dit Charlotte en servant le tiboudienne, ce plat de riz au poisson que la mère d'Amélie lui préparait lorsqu'elle était petite. « Ce n'est que pour un an », rappela Amélie avec un sourire, bien qu'elle-même ressentit une pointe d'appréhension à l'idée de s'éloigner si longtemps de cette famille qui était devenue la sienne. Thomas et Claire, les enfants de Victor et Charlotte, maintenant trentenaires, la taquinèrent gentiment sur les beaux Américains qu'elle allait rencontrer et lui firent promettre de leur envoyer régulièrement des nouvelles. Après le dîner, Victor invita Amélie dans son bureau pour une conversation privée. « J'ai quelque chose d'important à te dire avant ton départ », commença-t-il en s'asseyant dans son fauteuil préféré, celui qui faisait face à la grande baie vitrée donnant sur le jardin illuminé. Amélie prit place en face de lui, intriguée par son ton sérieux. « Comme tu le sais, le cœur a toujours été mon point faible », dit-il avec un petit sourire ironique, faisant allusion à l'incident cardiaque qui avait été le début de leur histoire commune. Amélie hocha la tête, soudain inquiète. « Les médecins m'ont fait passer des examens récemment », continua Victor. « Les résultats ne sont pas alarmants, mais pas excellents non plus. Ils me conseillent de ralentir, de déléguer davantage, de prendre soin de moi. Tu vas suivre leurs conseils, n'est-ce pas ?» demanda Amélie, une pointe d'anxiété dans la voix. Victor sourit. « Je vais essayer, oui, mais ce n'est pas pour parler de ma santé que je voulais te voir ce soir. » Il se pencha en avant, son regard intense fixé sur elle. « Je voulais te parler de l'avenir, du tien et de celui du projet du bois. » Il lui expliqua alors qu'il avait créé une fondation indépendante pour gérer et développer le projet,
et qu'il souhaitait qu'Amélie en prenne la direction après l'obtention de son diplôme. « Mais je n'ai pas l'expérience nécessaire », protesta Amélie, surprise par cette proposition inattendue. « Tu as la vision, la passion et bientôt l'expertise technique », répondit Victor. « Le reste, tu l'apprendras sur le terrain, comme nous l'avons tous fait, et tu ne seras pas seul. J'ai constitué une équipe solide pour te soutenir. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « Ce projet, Amélie, c'est l'héritage de ton père. Et d'une certaine façon, c'est aussi le mien. Je ne peux imaginer personne de mieux placé que toi pour le porter vers l'avenir. » Amélie sentit le poids de cette responsabilité, mais aussi l'honneur qu'il lui faisait en lui confiant ce qui était devenu l'œuvre de sa vie ces dernières années. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une décision importante. » Victor acquiesça, comprenant. « Bien sûr. Prends ton temps pendant ton séjour au MIT. Explore, apprends, réfléchis. La proposition restera valable. » Il se leva et alla chercher quelque chose dans son coffre-fort. « J'ai un dernier cadeau pour toi avant ton départ. » Il lui tendit une enveloppe épaisse. « Ce sont les lettres que ton père m'a écrites au fil des ans, avant et après ta naissance. J'en ai fait des copies pour toi. Tu y trouveras peut-être des réponses ou de nouvelles questions. » Amélie prit l'enveloppe émue par ce geste. « Merci, je les lirai avec soin. Une dernière chose, » ajouta Victor, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre les autres. « Quoi que tu décides concernant la fondation, sache que je suis immensément fier de toi, Amélie, de la personne que tu es devenue, et je sais que ton père le serait aussi. » Ces mots accompagnèrent Amélie durant son vol vers Boston le lendemain, tout comme les lettres de son père qu'elle commença à lire pendant le trajet. Ces pages jaunies par le temps lui révélaient un Henri Dubois qu'elle n'avait pas pleinement connu. L'ami loyal, le visionnaire passionné, l'homme qui jonglait entre ses ambitions professionnelles et son amour profond pour sa famille. Dans l'une des lettres datant de peu après sa naissance, son père écrivait à Victor « Je contemple ma fille qui dort paisiblement et je me demande quel monde nous lui laisserons. Nos projets d'eau potable et d'irrigation ne sont plus seulement des défis techniques excitants pour moi. Ils sont devenus une mission, une nécessité. Je veux qu'Amélie grandisse dans un monde où l'accès à l'eau n'est pas un privilège mais un droit, où notre ingéniosité sert à équilibrer les inégalités plutôt qu'à les creuser. C'est pour elle et pour tous les enfants comme elle que je continuerai à travailler dans ces régions difficiles, même si Charlotte me supplie parfois de prendre un poste plus sûr à Paris. » Ces mots résonnèrent profondément en Amélie, éclairant sous un nouveau jour les choix de son père et le chemin qu'elle-même commençait à tracer. Son année au MIT fut transformatrice. Elle y rencontra des esprits brillants, fut exposée à des technologies de pointe et eut l'occasion de participer à des projets innovants. Elle se lia d'amitié avec Jamal, un doctorant nigérian qui travaillait sur des systèmes de purification d'eau à énergie solaire, et ensemble, ils développèrent un prototype qui pourrait compléter parfaitement les systèmes d'irrigation du projet du bois. Pendant les vacances de Noël, alors qu'elle rentrait brièvement à Paris, Amélie fut frappée par le changement visible chez Victor. Il avait considérablement vieilli en quelques mois. Son visage était plus creusé, ses mouvements plus lents. Pourtant, son esprit restait aussi vif, sa passion pour leur projet commun intacte. « Comment te sens-tu vraiment ?» lui demanda-t-elle un soir, alors qu'il se retrouvait seul dans la bibliothèque de la maison. Victor eut un sourire fatigué. « Je vieillis, Amélie. C'est le cours naturel des choses. » Mais Amélie n'était pas dupe. Elle avait remarqué les nouveaux médicaments sur sa table de chevet, les visites discrètes d'un infirmier, les regards inquiets que Charlotte lui lançait quand il semblait essoufflé. « Je veux la vérité, » insista-t-elle doucement. « S'il te plaît. » Victor soupira, comprenant qu'il ne pouvait plus lui cacher la réalité. « Mon cœur s'affaiblit, » admit-il finalement. « Les médecins parlent de la nécessité d'une transplantation à moyen terme, mais à mon âge, les chances de trouver un donneur compatible sont limitées. » Amélie sentit son propre cœur se serrer à cette révélation. L'idée de perdre Victor, cet homme qui était devenu un second père pour elle, lui était insupportable. « Il doit bien y avoir quelque chose à faire, » dit-elle, refusant d'accepter la fatalité. Des traitements expérimentaux, des spécialistes à l'étranger. Victor sourit avec tendresse devant sa détermination. « Nous explorons toutes les options, ne t'inquiète pas. Mais c'est aussi pourquoi je voulais te parler de la fondation avant ton départ. Je dois mettre mes affaires en ordre, m'assurer que ce qui compte vraiment perdurera. » Il prit sa main dans la sienne. « Mais ne laisse pas cela assombrir ton séjour au MIT. Tu es en train de vivre quelque chose d'exceptionnel,
de forger ton propre chemin. C'est tout ce que ton père et moi avons jamais souhaité pour toi. » Amélie hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'accepterai de diriger la fondation, » dit-elle soudain, « quand j'aurai terminé mes études. C'est ce que je veux faire. » Le visage de Victor s'illumina. « Tu en es sûr ? » ?»« Oui, » affirma-t-elle avec conviction. « C'est là que je peux faire la différence la plus significative. C'est là que je peux honorer l'héritage de mon père et le tien. » Victor serra sa main, ému. « Tu ne pouvais pas me faire de plus beaux cadeaux de Noël, Amélie. » Les mois qui suivirent furent intenses pour Amélie. Elle redoubla d'efforts dans ses études au MIT, tout en commençant à s'impliquer plus directement dans la gestion à distance de la fondation. Avec Jamal, elle affina leur prototype de purificateur d'eau, obtenant même un brevet provisoire pour leur innovation. En juin, alors qu'elle préparait son retour en France pour l'été, elle reçut un appel de Charlotte au milieu de la nuit. Victor avait été hospitalisé d'urgence après un malaise cardiaque majeur. Son état était critique. Amélie prit le premier vol disponible pour Paris, le cœur lourd d'angoisse. Durant les longues heures de vol, elle ne put s'empêcher de repenser à ce premier voyage qui avait changé sa vie, à cet homme qui s'était effondré dans l'avion et qu'elle avait aidé sans savoir qu'il détenait la clé de son avenir. À l'hôpital, elle trouva Victor dans une unité de soins intensifs, entouré de machines et de moniteurs. Il était conscient mais faible, son teint grisâtre trahissant la gravité de son état. « Tu n'aurais pas dû venir » murmura-t-il en la voyant entrer, un faible sourire aux lèvres. « Tes examens, ils peuvent attendre » répondit-elle en prenant doucement sa main, évitant de déranger les tubes et les capteurs qui y étaient attachés. « Tu es plus important. » Les jours suivants furent une montagne russe émotionnelle. L'état de Victor fluctuait, tantôt s'améliorant légèrement, tantôt se dégradant de façon alarmante. Les médecins parlaient ouvertement de la nécessité urgente d'une transplantation cardiaque, tout en admettant que les chances de trouver un cœur compatible à temps étaient minces. Amélie refusait d'abandonner. Elle contacta ses professeurs du MIT, utilisa les connexions de Victor dans le monde médical, chercha désespérément des alternatives, des traitements expérimentaux, n'importe quoi qui pourrait lui donner plus de temps. Un soir, alors qu'elle veillait à son chevet pendant que Charlotte prenait un peu de repos, Victor s'éveilla d'un sommeil agité. « Amélie » murmura-t-il, sa voix à peine audible, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se pencha vers lui, attentive, inquiète de l'effort que lui coûtait chaque mot. « Dans mon bureau, coffre-fort, code 2706, la date de ta naissance. » Il fit une pause, reprenant son souffle. « Un dossier marqué Claire. Prends-le, lis-le, quand tu seras prête. » Amélie fronça les sourcils, intriguée par ce mystère. « Claire, comme ta fille ?» Victor secoua faiblement la tête. « Non. »« Claire, ta mère ?» Avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage, une alarme retentit sur l'un des moniteurs et une équipe médicale se précipita dans la chambre, la forçant à s'écarter. Cette nuit-là, Victor subit une nouvelle opération d'urgence. Il survécut, mais les médecins furent clairs. Sans transplantation, ses jours étaient comptés. Dans les jours qui suivirent, torturée par l'inquiétude et la curiosité, Amélie se rendit au manoir pour récupérer le mystérieux dossier. Dans le bureau de Victor, elle ouvrit le coffre-fort avec le code qu'il lui avait donné et y trouva effectivement une épaisse chemise marquée simplement « Claire ». À l'intérieur, des documents, des lettres, des photographies. En les parcourant, Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ces papiers révélaient une histoire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une vérité que Victor et son père lui avaient soigneusement cachée pendant toutes ces années. Sa mère, Claire, n'était pas simplement une connaissance lointaine de Victor. Elle avait été son premier amour, sa fiancée même, avant de rencontrer Henri Dubois lors d'une mission humanitaire au Sénégal. Les lettres échangées entre les trois protagonistes de ce triangle amoureux dépeignaient une histoire complexe, mais sans amertume. Une femme tiraillée entre deux hommes exceptionnels, un choix difficile, et finalement une amitié qui avait transcendé la rivalité amoureuse. Mais ce n'était pas tout. D'autres documents, plus officiels ceux-là, révélaient que Victor avait secrètement financé les études de médecine de Claire, puis les projets d'Henri en Afrique, même avant la naissance d'Amélie. Il avait toujours été présent dans l'ombre, veillant sur cette famille qui aurait pu être la sienne, sans jamais rien demander en retour. Une lettre en particulier, écrite par Claire peu avant sa mort et adressée à Victor, fit couler les larmes d'Amélie. « Mon cher Victor, si tu lis ces lignes, c'est que le cancer a eu raison de moi,
comme les médecins le prédisent. Avant de partir, je voulais te remercier pour ton amitié indéfectible envers Henri malgré notre histoire, pour ton soutien discret mais constant, pour n'avoir jamais laissé l'amertume empoisonner ce qui aurait pu être un nid de rancœur. Je sais que je t'ai brisé le cœur en choisissant Henri. Ce n'était pas un choix contre toi, mais un choix pour ce que je croyais être ma voie. Parfois, je me suis demandé ce qu'aurait été notre vie ensemble, sans doute plus confortable matériellement, peut-être tout aussi riche émotionnellement. Je te confie un secret que je n'ai jamais révélé à Henri. Lorsque j'ai découvert ma grossesse, j'ai brièvement douté de qui était le père. Nos adieux cette dernière nuit avant mon départ pour le Sénégal, mais les dates et la génétique ne mentent pas. Amélie est bien la fille d'Henri, avec ses yeux verts si caractéristiques de sa famille. Pourtant, d'une certaine façon, je sens qu'elle a hérité de toi aussi. Cette détermination tranquille, cette façon d'analyser les problèmes, ce regard qui semble voir au-delà des apparences. Comme si l'amour que nous avions partagé avait imprégné mon âme assez profondément pour toucher l'enfant que je portais plus tard. Si un jour tu croises le chemin d'Amélie, veille sur elle, s'il te plaît. Non par obligation ou culpabilité, mais parce que je crois sincèrement que vous vous apporteriez beaucoup mutuellement. Avec tout mon amour pour toujours, Claire. Cette révélation bouleversa Amélie. Elle comprenait maintenant pourquoi Victor avait semblé si déterminé à la retrouver après la mort de son père, pourquoi il l'avait accueillie avec tant d'empressement et d'affection. Ce n'était pas seulement une promesse faite à un ami, mais aussi un dernier lien avec la femme qu'il avait aimée toute sa vie. Lorsqu'elle retourna à l'hôpital, Amélie regardait Victor d'un œil nouveau. Cet homme qui luttait pour chaque souffle n'était pas simplement son tuteur ou un ami de son père, il était une pièce essentielle du puzzle de sa propre existence, un homme qui aurait pu être son père dans une autre vie et qui était devenu une sorte de père dans celle-ci, par la force des circonstances et la générosité de son cœur. Un matin, alors qu'elle somnolait dans un fauteuil près du lit de Victor, elle fut réveillée par un médecin entrant précipitamment dans la chambre. « Nous avons un cœur », annonça-t-il, un mélange d'urgence et d'espoir dans la voix. « Compatibilité préliminaire positive. Il faut préparer M. Moreau immédiatement. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activité. Victor fut emmené au bloc opératoire pendant que sa famille attendait, unie dans l'angoisse et l'espoir. L'opération dura près de 10 heures. 10 heures pendant lesquelles Amélie, Charlotte, Thomas et Claire alternèrent entre prières silencieuses, conversations forcées pour se distraire et longs silences chargés d'appréhension. Finalement, le chirurgien vint à leur rencontre, son visage fatigué mais illuminé par un sourire. « L'opération s'est bien passée », annonça-t-il. « Le nouveau cœur fonctionne. Bien sûr, les prochaines 48 heures seront critiques, mais M. Moreau est un battant. » Un soupir collectif de soulagement parcourut la famille. Charlotte éclata en sanglots de joie, immédiatement réconfortée par ses enfants. Amélie, elle, resta étrangement calme, comme si une partie d'elle avait toujours su que Victor survivrait, qu'il était destiné à rester encore un peu dans sa vie. Les jours suivants confirmèrent le succès de la transplantation. Victor se réveilla, faible mais lucide, son nouveau cœur battant régulièrement dans sa poitrine. Sa récupération serait longue. Les médecins ne le cachèrent pas, mais pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait à nouveau ouvert. Une semaine après l'opération, alors qu'Amélie était seule avec lui dans sa chambre, elle prit une décision. « J'ai lu le dossier, dit-elle simplement. Celui sur ma mère. » Victor la regarda longuement, son visage encore pâle, mais ses yeux aussi perçants que toujours. « Je me demandais quand tu aborderais le sujet. Pourquoi ne m'avoir jamais dit la vérité? Sur toi et ma mère ?» Victor soupira légèrement. « Ce n'était pas mon histoire à raconter seul. Ton père avait choisi de ne pas t'en parler et je respectais sa décision. Mais après sa mort, j'ai voulu te donner le temps de t'adapter, de guérir. Et puis peut-être y avait-il aussi une part d'égoïsme. Je craignais que cette révélation ne change la façon dont tu me voyais. » Amélie réfléchit un moment. « Ça la change, en effet, admit-elle, mais pas comme tu pourrais le penser. » Elle prit sa main avec douceur. « Je comprends mieux maintenant pourquoi tu as fait tout cela pour moi. » Ce n'était pas seulement une promesse à mon père ou de la gratitude pour ce qui s'est passé dans l'avion. C'était aussi pour elle. Victor acquiesça lentement. « Pour elle, oui, mais aussi pour moi, Amélie. Avoir l'opportunité de faire partie de ta vie, de voir la femme extraordinaire que tu deviens, c'est un cadeau que je n'aurais jamais osé espérer. » Un silence confortable s'installa entre eux, chargé d'une compréhension nouvelle et plus profonde. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, »
dit finalement Victor, concernant ton avenir et la fondation. Amélie l'encouragea du regard à poursuivre. J'ai modifié mon testament, expliqua-t-il. Avant l'opération, au cas où, en plus de la direction de la fondation, je te lègue une part significative de mes avoirs personnels et de mes parts dans mes entreprises. Voyant Amélie ouvrir la bouche pour protester, il leva une main faible pour l'arrêter. Ce n'est pas de la charité, Amélie, c'est un investissement. Un investissement dans ta vision, dans tes capacités, dans le monde que tu contribueras à façonner. Il sourit, un sourire empreint de sagesse et d'affection. Thomas et Claire comprennent et soutiennent cette décision. Ils ont leur propre carrière, leur propre passion. Mais toi, Amélie, tu as cette flamme particulière, celle que ton père avait, celle que ta mère avait aussi. Cette détermination a changé les choses, a laissé le monde meilleur que tu ne l'as trouvé. Amélie était profondément émue par cette confiance, par cette responsabilité qu'il plaçait sur ses épaules. « Je ne sais pas si je serai à la hauteur », admit-elle. « Tu le seras », affirma Victor avec une certitude absolue. « Tu l'es déjà. » Dans les mois qui suivirent, pendant que Victor poursuivait sa convalescence, Amélie retourna au MIT pour terminer son année d'études et présenter son projet final avec Jamal. Leur système de purification d'eau remporta le premier prix de l'innovation durable, attirant l'attention de plusieurs organisations internationales. À son retour en France, diplôme en poche, Amélie prit officiellement la direction de la Fondation Dubois-Moreau, rebaptisée ainsi sur sa suggestion pour honorer les deux hommes qui l'avaient façonnée. Sous sa direction, la Fondation élargit son champ d'action, intégrant le système de purification développé avec Jamal, qui devint d'ailleurs son collaborateur permanent après avoir été recruté à un poste clé dans l'organisation. Victor, progressivement rétabli mais toujours fragile, assumait désormais un rôle de conseiller, apportant son expérience et sa sagesse sans s'impliquer dans la gestion quotidienne. Il passait plus de temps avec Charlotte, rattrapant les moments simples que sa vie professionnelle intense lui avait fait manquer pendant des décennies. Un jour, environ 2 ans après la transplantation, alors qu'Amélie et Victor visitaient ensemble un nouveau projet d'irrigation au Maroc, elle remarqua qu'il semblait particulièrement pensif, contemplant le coucher de soleil sur les champs nouvellement fertiles. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-elle doucement. Victor sourit, ce sourire serein qui était devenu le sien depuis sa seconde naissance. Comme il appelait sa transplantation. « Je pensais à ton père et à ta mère, » répondit-il. « Je me demandais ce qu'ils penseraient de tout ceci, de ce que nous avons accompli ensemble. » Amélie suivit son regard vers l'horizon rougeoyant. « Je crois qu'ils seraient fiers, » dit-elle simplement. « Fiers de ce que leur amour a créé, directement et indirectement. » Victor hocha la tête, ému. « Tu sais, il y a des jours où je me demande si tout cela était écrit quelque part. Si ce malaise dans l'avion, ta présence à bord ce jour-là, si tout était orchestré par une force plus grande que nous. Tu deviens mystique avec l'âge. » Le taquina gentiment Amélie. Il rit doucement. « Peut-être. Ou peut-être que recevoir le cœur d'un autre vous fait réfléchir différemment à la vie, à ses hasards et ses nécessités. » Ils restèrent ainsi côte à côte, contemplant le paysage transformé par leur vision commune, unis par des liens plus profonds et plus complexes que le simple sang, des liens forgés par l'amour, la perte, le courage et cette étrange capacité du destin à tisser des motifs inattendus avec les fils de nos vies. À 25 ans, Amélie Dubois était devenue une femme accomplie, respectée dans son domaine, porteuse d'un héritage double qui guidait chacune de ses décisions. Elle n'était plus cette petite fille orpheline et effrayée dans un avion, mais une force de changement positif dans le monde. Et lorsqu'elle regardait Victor, ce qui l'émouvait le plus n'était pas ce qu'il lui avait donné matériellement, mais ce qu'il lui avait appris, que la famille peut prendre des formes inattendues, que l'amour peut transcender la mort et la distance, et que parfois, sauver une vie peut mener à en sauver des milliers d'autres. Ce jour-là, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes de l'Atlas, illuminant le ciel de teintes pourpres et dorées, Victor se tourna vers elle avec un sourire paisible. « Tu sais ce que je te murmure encore chaque jour dans mes pensées, comme je l'ai fait dans cet avion il y a tant d'années ?» Amélie secoua la tête, curieuse. « Je te dis merci, » dit-il simplement. « Merci d'avoir sauvé bien plus que ma vie ce jour-là. Tu as sauvé mon âme, mon avenir, et à travers notre travail commun, tu continues à sauver un peu de ce monde que nous partageons tous. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie et de gratitude. Des larmes pour tout ce qui avait été perdu, tout ce qui avait été gagné,
et tout ce qui restait encore à accomplir ensemble. Car si elle avait appris une chose de son extraordinaire parcours, c'était que les fins n'étaient souvent que des débuts déguisés, et que même les chemins les plus difficiles pouvaient mener aux étoiles. Chers lecteurs, j'espère que cette histoire vous a touché. Si vous avez apprécié ce voyage émotionnel, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour encourager l'auteur. Qu'avez-vous pensé de la relation entre Amélie et Victor? Partagez vos impressions dans les commentaires.